de l'actualité, deuxième jour du dialogue intermalien. Les travaux se passent normalement au CICB. Nos équipes de reportage sont allées à la rencontre de différentes commissions. Plus de détails dans ce 20h. Lors de son séjour en Gambie pour le sommet de l'OCI, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré nos compatriotes vivant dans ce pays. Des sujets comme la sécurité, l'économie, la vision des autorités de la transition ont été abordés. La mendicité qui devient aujourd'hui comme une profession dans notre pays est notre sujet de la chronique judiciaire. Tout un chapitre est consacré à la mendicité dans notre code pénal qui interdit la mendicité et l'incitation à la mendicité. Voilà pour le sommaire. Restez avec nous. Le développement, c'est tout de suite et maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Et nous commençons par cette audience que le président de la transition a accordée à l'ancien footballeur international malien, Seydou Keita. Seydou Keita est venu présenter au colonel Assimi Goïta son projet de complexe agro-industriel comprenant 6 unités industrielles à Sanankoroba. Un projet qui lui a coûté 14 milliards de francs CFA. Mamari Koni. Après une carrière de footballeur professionnel bien réussie, voilà Seydou Keita, désormais promoteur de complexes agro-industriels. Avant l'inauguration de l'infrastructure prévue très bientôt, le promoteur est venu présenter le projet au président de la transition, chef de l'État. Il était question de mon projet, le complexe industriel que j'ai implanté à Sanankoroba. Et comme on est à la fin, donc on est venu le présenter le projet avec monsieur le ministre. En faisant ce projet-là, c'est de contribuer au développement de notre nation parce que le pays traverse un moment difficile. Donc tous les Maliens qui ont la possibilité de venir investir, il faut le faire parce que bon, on n'a pas d'autres pays. Quand on peut contribuer à donner de l'emploi aux gens, faire en sorte que bon, les gens peuvent se suffire à eux-mêmes, c'est vraiment important. Le complexe agro-industriel qui est implanté à Sanankoroba, à une trentaine de kilomètres de Bamako, est construit sur une superficie de 7 hectares. Son coût est estimé à 14 milliards de francs CFA. C'est un complexe industriel qui est composé de 6 unités, c'est-à-dire usine de beurre de karité qui fait 100 tonnes jour, une raffinerie de 30 000 litres jour quand même, huilerie de 200 tonnes jour, aliments bétail 120 tonnes jour, un emballage de bidons, une savonnerie. Voilà, c'est certainement l'un des plus grands projets d'industrie agro-business ces derniers temps. Les visiteurs du jour ont pu bénéficier des conseils utiles du colonel Assimi Goïta dans le cadre de la mise en œuvre de son projet. Il n'y a pas très longtemps aussi, il avait appelé les Maliens de venir investir en disant que l'État allait accompagner, donc il était vraiment content. Pas surpris parce que bon, il a vu les images aussi, mais il était très très content. Il nous accompagnera avec monsieur le ministre de l'Industrie, des Finances, de l'Élevage, toute l'équipe au fait. C'est vraiment un très très grand projet bien monté. Et quand on regarde aussi, toutes les normes sont respectées. Cet investissement qui est un exemple de réussite devra créer plus de 160 emplois directs et 100 emplois indirects. Selon Seydou Keita, l'inauguration du complexe industriel aura lieu courant 2024. Une autre audience, cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales, Diego Martinez Bello, a été reçu en audience cet après-midi par le ministre Abdoulaye Diop. La visite du secrétaire d'État espagnol s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et l'Espagne. Suivant M. Diego Martinez Bello, secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères et mondiales, au micro de Benoro Fofana et Mahamadou Sidibé. Écoutez, la visite s'inscrit dans une série de visites dans les pays d'Afrique. La prospérité de l'Afrique est très importante pour l'Espagne, pour notre avenir commun. Et ici au Mali, qui est un pays voisin de l'Espagne, proche, j'ai eu l'occasion de le constater moi-même avec les vols que j'ai pris hier et que je prendrai ce soir. Et donc pour aborder nos relations bilatérales dans tous les aspects, dans un esprit de dialogue, respect mutuel et respect entre nos deux pays.
En marge du sommet de l'OCI, je le disais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré les Maliens établis en Gambie. Au cours des échanges, il a été question de l'ambition et la vision des autorités de la transition sur le plan sécuritaire, économique et bilatéral pour un Mali prospère. Envoyés spéciaux, Tamsir Diabaté et Djelimakan Diabaté. Quand un pays décide de prendre son destin en main, chaque fils compte et chacun doit jouer sa partition. La résilience du peuple malien, où qu'il soit, en est une illustration parfaite. C'est en ces termes que le ministre Diop s'est adressé à ses compatriotes résidant en Gambie. Au cours des échanges, le chef de la diplomatie malienne a tenu à rassurer les Maliens sur la situation du pays. Le colonel Assimi Goïta n'a qu'un gouvernement dans la transition na bara fan folo kunye ka Malion ka era ma horonya siguma ku ka dambe bla anona otese ka ke fo jamana ka kibolo jamana dun fana tise ka kibolo fi ka armée soro ka keleke don soro mimba to ka sigeda u be lakana chugumi ibe bonya chugumi ka fo ko Malion ka lakana ni mo wara ka problème te Malion de do ni ambesa Maliens devaient s'acca Mali la kana. Situation falena sécurité améliorer la Mali la. Afawe au munumbe kenema ka au haklisik. Sabula Mali anye kele mindamne kosaina kele fitininte. Sorasu ulube ku jorofa. Me guerre ni yambe de o. Parce que ambe guerre menasisano hakiliko kele de do. Outla fo beki hakilito yerala parce que aw kelen se ka kɛ marfa ye aw yɛrɛ ka jamana contrôle la k'a sɔrɔ i m'a dɔn yɛrɛ parce que sisan an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a bɛ f'o ma ko guerre informationnelle kunnafoni ko kɛlɛ parce que ni mɔgɔ min ye kunnafoni sɔrɔ o de bɛ diɲɛ mara donc o de la n'an sera yɔrɔ jamana ɲɛmaa y'a ɲini an ka taa an ka kuma malidenw fɛ an k'u hakili sigi an ye balimaw de o donc f'an bɛɛ de k'a faamuya k'a fɔ ni jamana binna dingɛ kɔnɔ an bɛɛ de bɛ bin. La communauté malienne en Gambie estime que cet échange direct et franc avec le ministre Diop dénote de la volonté politique des autorités de la transition à relever les défis avec son peuple. Elle s'est dit désormais rassurée et s'engage à accompagner les autorités de la transition. Kamaleon kambe kanga jamana in fana kolosuma anko ni kungorta mimba on nambia ni sodia mimba nabi alhamdulillah rabbil alamin adianye abonyanama. La forte communauté malienne a exprimé le besoin d'avoir un consulat pouvant lui permettre de remédier aux problèmes de documents administratifs. Le Mali et la Russie renforcent leur coopération sur le plan culturel avec l'organisation de ce concert animé par deux grands artistes russes au conservatoire multimédia Balafaseke Kouyaté, et c'était en présence du ministre de la Culture et celui de l'Enseignement supérieur. Les temps forts avec Ibrahim Kaoukonaté et Abou Koni. Ce concert russe, premier du genre, entre dans le cadre de la coopération culturelle russo-malienne. Il vient ainsi renforcer la collaboration entre le Conservatoire des arts multimédia Balafaseke Kouyaté et le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir deux professeurs, deux grands musiciens du Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, n'est-ce pas, qui sont venus effectivement pour partager leur expérience avec nous. Et nous ne saurons les remercier jamais assez. Aujourd'hui, la Russie se prononce pour un monde multipolaire, pour la diversité culturelle. Sur nos événements, nous sommes toujours heureux d'accueillir les autres étrangers. De sa part, l'ambassade informe toujours les amis maliens sur les différents événements culturels dans nos réseaux sociaux. Les relations entre le Mali et la Russie sont au beau fixe. C'est pourquoi ils entendent développer et renforcer davantage les liens historiques et multiformes. Nous célébrons ce soir la culture, seule capable de jeter les ponts entre les peuples. Ce concert est une manifestation d'un désir mutuel de développer la compréhension mutuelle
et de promouvoir le dialogue interculturel. Nous sommes convaincus que la musique n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi la clé qui ouvre la porte au partage des connaissances, au respect mutuel et aux opportunités uniques. Cette soirée culturelle marque le début du partenariat entre les deux conservatoires. J2 du dialogue inter-malien phase nationale allant au CICB qui abrite les travaux et retrouvons Nyanya Alou Traoré pour cette page consacrée au dialogue intermalien. Et voilà donc, bonsoir Nyanya Alou Traoré, à vous l'antenne. Khadija Toukone, merci et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes au lendemain du lancement de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Et c'est ici, dans cette salle de 1000 places, que le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a procédé au démarrage des travaux. 5 thématiques partagées entre les différentes commissions, tenues dans la commission géopolitique et environnement international de la phase nationale. Les travaux se déroulent dans la cordialité, nous dit Bemba Sibi qui a assisté à la séance de travail de ce jour. Oui, les participants sont penchés sur les recommandations issues de la phase régionale du dialogue intermalien. Il s'agit entre autres de la coopération avec les pays qui respectent les 3 principes de gouvernance du Mali, le renforcement de l'alliance des pays du Sahel, ainsi que celui de la coopération militaire et aussi la dynamisation de la diplomatie économique. Suivons ensemble. La géopolitique malienne en 3 axes, diplomatie, sécurité et économie. C'est ce qui ressort en partie des recommandations de la phase régionale du dialogue intermalien sur lesquelles travaille la commission géopolitique et environnement international de la phase nationale. Sur le plan diplomatique, il est recommandé d'abord le renforcement de l'alliance des États du Sahel. L'avenir donné à cette alliance, notamment la participation du Mali, et certains ont souhaité que ça puisse être élargi à d'autres pays, et que nous puissions aller rapidement vers une fédération. Il a été proposé de créer, n'est-ce pas, un institut de formation en géopolitique, un institut de formation également en diplomatie. Mais cela ne peut pas aller également sans le choix d'un certain nombre de pays qui nous aident et qui nous appuient dans nos actions. Donc les gens sont unanimes que voilà, ces pays, c'est aujourd'hui par exemple la Russie, c'est l'ensemble des pays, n'est-ce pas, du BRICS. Les gens sont unanimes aussi qu'il faut se tourner vers certains pays qui sont prêts à accepter les 3 principes cardinaux qui guident l'action publique. Il y a beaucoup de recommandations qui vraiment poussent à arrêter le système occidentaux et qu'on ait notre propre système, qu'on fait avancer notre pays à notre façon. Et je pense que c'est le début du déclic. Le second chapitre qui suscite des interrogations porte sur le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire. La sécurité. Et surtout que c'est un thème transversal, parce que les gens pensent que notre conflit a été internationalisé, il y a des mains extérieures, ce qui n'est pas faux. Donc la sécurité jusqu'au niveau de nos communes. La diplomatie malienne doit être également économique. Ceci en confortant la position du Mali sur les filières stratégiques à travers une politique d'investissement massif sur toute la chaîne de valeur de nos matières premières. Les ressources naturelles qui sont convoitées par-ci par-là, c'est ce qui fait la force d'un pays. La position du Mali dans le nouvel ordre mondial, qui se trouve être, aujourd'hui le Mali se trouve être acteur du nouvel ordre mondial, il faudrait trouver les voies et moyens pour garder cette position et aller de l'avant. Mais aussi son positionnement dans le commerce international. Tout cela est sous-tendu par la relecture de la carte diplomatique malienne en fonction de nos intérêts stratégiques, des recommandations qui seront présentées aux travaux en plénière de la phase nationale.
Un reportage signé Bemba Sibi. La sécurité et la défense du territoire est l'une des grandes thématiques du dialogue intermalien. Pour cette phase nationale, les différents délégués planchent avec beaucoup d'intérêt sur le sujet. Ils proposent une amélioration, par exemple, du mode de recrutement. Ils veulent revoir l'utilisation des téléphones portables sur les théâtres des opérations et comment mieux gérer les informations via les réseaux sociaux. Aridjou Matina, Tchédje Kamara nous en parle. Quatrième thématique du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, l'aspect sécuritaire et défense du territoire suscite énormément d'engouement et de débat à cette phase nationale dans les travaux de commission auprès des différents délégués. Ça suscite l'intérêt chez beaucoup de participants. Il y a des thématiques où des points de vue ont été exprimés depuis la commune. Donc faire la synthèse de tout ça, niveau communal, niveau régional, ensuite phase nationale, ce n'est pas toujours facile de faire la synthèse. Et chacun voudrait quand même que les propositions faites à la base puissent être retenues. Alors ce qui rend un peu la tâche difficile. Cette thématique qui nous tient à cœur et qui est essentielle pour la région de Banyangara, qui connaît réellement les difficultés dans lesquelles aujourd'hui cette région est confrontée. Et cette thématique vient à point nommé. Les plus hautes autorités ont bien réfléchi afin de permettre aux Maliens, aux cadres, à tout le monde de parler de la sécurité du Mali, de la défense du Mali. Et c'est ce qui est important. À l'unanimité, les participants et participantes saluent la montée en puissance de l'armée et proposent certaines solutions comme la moralisation et la rigueur dans le recrutement, le renforcement des capacités des femmes ou encore veiller à l'utilisation harmonieuse du téléphone sur le théâtre d'opération. Ce que nous sommes en train de dire dans cette salle, c'est chacun de nous a sa vérité. Et ta vérité n'est pas la mienne, donc il faut qu'on échange, qu'on soit sur les idées et après faire sortir quelque chose de bien, quelque chose de durable pour nos populations. Le Mali a besoin d'une armée forte qui puisse défendre ses intérêts. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de questionnaires qui ont été posés et ces questionnaires, le peuple a répondu. Les résultats sont très très encourageants et je vois que nous avons une vision commune de ce qu'il faut, mettre sur pied, de ce qu'il faut faire. Comment équiper notre armée, l'armée malienne, comment faire en sorte que chaque région militaire puisse s'organiser et pouvoir lutter d'une manière plus ou moins autonome. La phase nationale ainsi démarrée sous de bons auspices, les différents délégués qui débattent la thématique 4 ont la ferme conviction que de fortes recommandations sortiront des discussions sur l'aspect sécuritaire et défense du territoire. Nous sommes actuellement dans la salle Ouakamisoko du CICB où on parle des questions économiques et de développement durable. La commission qui y siège, qui se trouve tout juste derrière moi, a du pain sur la planche car elle discute des problématiques qui doivent avoir comme finalité l'émergence d'une économie forte et stable pour le bonheur des Maliens. Awama Kamara nous en parle. Le choc des idées. C'est dans le rapport de Nara, dans le rapport de la région de Nara, fidèlement retracé, ça a été dit. Les questions économiques et le développement durable suscitent une véritable passion dans la salle Ouakamisoko du CICB. Ils sont pour la plupart des représentants du secteur privé, experts en économie et finances et autres personnes ressources à discuter de long en large sur la thématique économie et développement durable. Ces questions ont mis en lumière la nécessité de relancer l'économie malienne et de promouvoir le développement durable. Des stratégies parmi tant d'autres qui concourent à stimuler la croissance économique, à créer des emplois et à réduire la pauvreté. Nous avons parlé de l'avenir du Mali ici, nous avons parlé du développement et surtout du développement durable. De long en large, nous avons pris toutes les régions dans leur entité pour essayer d'étayer les grands problèmes que ces régions connaissent et trouver des solutions, faire des recommandations assez pertinentes pour les décideurs. Que ce soit l'économie, que ce soit la paix et la réconciliation, que ce soit la sécurité, que ce soit l'institution et la bonne gouvernance,
ou l'économie et le développement durable. Je pense que les thématiques sont interliées. Mais je pense aussi que le développement durable et l'économie, c'est primordial. Parce que sans l'économie, sans le développement durable, rien n'est fait. Sans une bonne autonomisation des personnes, il n'y aura pas de paix. Les participants ont démontré leur volonté et leur détermination à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin pour une économie émergente et un développement durable. Ces autres questions qui font monter la température dans les salles, ce sont celles liées à la politique et à l'institutionnel. Les travaux au niveau de la commission en charge se poursuivent normalement avec parfois des débats houleux, nous précise Youssouf Diakité. Cependant, l'objectif reste commun, avoir des recommandations qui répondent aux aspirations du peuple malien. Reportage. Les questions politiques et institutionnelles sont particulièrement au cœur des discussions au 10e jour du dialogue intermalien. Des questions politiques particulièrement qui constituent des préoccupations pour la gouvernance du pays. C'est pourquoi plusieurs recommandations sont formulées dans ce sens. La réduction des partis politiques, la réduction du terrain de l'État, c'est des expressions, des pratiques qui ont été dites au niveau local. Et ça intend d'être renoncé et encore appuyé au niveau central pour que vraiment ça soit sorti. Ce sont des recommandations qui répondent à l'avis des citoyens lambda. Donc je pense quand même que jusqu'à ce niveau, on n'a pas eu de difficultés. La centralisation a été très bien faite. Les gens se reconnaissent vraiment dans les recommandations qui ont été vraiment présentées par le comité de pilotage au niveau national. Au dire du président de la commission questions politiques et institutionnelles, l'objectif recherché est d'intégrer les préoccupations et les recommandations introduites par le peuple depuis les phases communales et régionales. Les travaux se déroulent correctement. Il faut qu'on arrive à la paix. Notre pays souffre depuis beaucoup d'années. Tout a été dit pratiquement, sans tabou. Maintenant, il s'agira de traduire tout ça là en actes concrets. Mais ce qui est fondamental en termes de paix, que je dis et que je répète, ce n'est pas le fait de le dire, c'est le fait de se comporter en paix, de se pardonner. Chacun d'entre nous a pu être victime quelque part d'une situation donnée. Il faut qu'on apprenne à se pardonner. Toutes ces recommandations formulées seront capitalisées dans un rapport final remis au président de la transition pour opérationnalisation. Voyons du côté de la commission paix, réconciliation nationale et cohésion sociale de cette phase nationale du dialogue intermalien. L'une des problématiques exposées depuis ce matin, c'est le dialogue doctrinal au Mali. Quelle approche et quelle méthodologie? On fait le point avec Seydou Traoré. Nous avons en commun le Coran. Et je suis sûr que autour de ce Coran-là, nous pourrons nous comprendre. Avec les érudits, ce sera encore mieux. Nous, sans être érudits, nous avons pu tenir un accord. Si les érudits aussi s'y mettent, nous allons, ce sera encore une bonne chose. Et il y a effectivement un sujet très intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'avoir votre rapport. Des discussions parfois houleuses, des prises de position et des rappels de faits. Voilà l'atmosphère qui règne dans la salle Balamoussa Keïta du Centre international de conférence de Bamako, au cœur des échanges de la thématique paix, réconciliation nationale et dialogue social. Je pense que cette thématique-là, c'est la thématique mère, parce que toutes les autres là viennent renforcer la thématique 1 là, que nous débattons ici là. Les travaux se poursuivent, nous avons des discussions extrêmement fructueuses, très intéressantes sur l'ensemble des sujets que nous avons recommandés. Nous avons fait une sélection de recommandations. Nous en avons reçu des centaines. Mais nous avons sélectionné un certain nombre de recommandations phares que nous allons retenir pour la synthèse. Dans un débat ouvert et sans tabou, les délégués tentent de convenir sur des principes qui guideront le processus de paix, à savoir l'inclusivité, le dialogue, le pardon et la justice. Effectivement, c'est de très bonnes contributions. Mais je voudrais rappeler qu'à ce niveau de débat, à la phase nationale, on devait surtout se prononcer sur les synthèses des phases communale et régionale. À cette phase nationale du dialogue intermalien, les travaux de la commission paix sont essentiels selon les différents intervenants pour une solution durable à la crise malienne. Donc aujourd'hui, il s'agit de faire 2 recommandations principales. La première recommandation, c'est de l'ouverture d'un dialogue
doctrinale avec les groupes, je dis bien djihadistes. De la problématique de l'esclavage par ascendance à la nécessité de dialoguer avec les responsables terroristes, en passant par la révalorisation des légitimités traditionnelles, les délégués s'attaquent dans les travaux aux causes profondes du conflit et espèrent promouvoir la réconciliation nationale afin de contribuer à prévenir de futures crises. À présent, je vous propose de suivre ces réactions. Nous avons tendu notre micro aux participants afin de connaître leurs motivations et leurs attentes, mais aussi qu'ils nous donnent leurs suggestions et leurs conseils pour la réussite de ces phases nationales. C'est avec Abdul Karim Kaba. Ça contribue à la paix et à la stabilité au Mali. Ça donne aussi une indépendance totale au peuple malien. Une opportunité aux Maliens vraiment de discuter entre eux, de gérer nos propres problèmes. Lorsque les Maliens se parlent, se pardonnent, la paix va revenir. C'est pour cela la nécessité aujourd'hui de ce dialogue. Je suis très optimiste que ce dialogue est un début très heureux pour ramener la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans notre pays. Des travaux. Parce que pour moi, c'est la paix qui va venir maintenant. En quoi vous êtes satisfaite? Des débats, tout le monde a eu la parole. C'est un véritable moyen pour faire venir la paix. Pourquoi? Parce qu'on a donné la parole à tout le monde. Il n'y a pas eu de sujet tabou. Les gens ont dit ce qui est dans leur cœur. Si tous les Maliens s'en approprient, je crois qu'il y aura un impact positif. Vous êtes optimiste? Très optimiste. C'est un cadre pour que les Maliens s'unissent, les Maliens dialoguent, les Maliens se fassent la paix, qu'on se donne la main pour que le pays avance. Je crois, parce que ces exercices-là, ce n'est pas seulement à Bamako, c'est dans toutes les régions du Mali, dans toutes les communes, à l'extérieur, dans les ambassades, dans les consulats, que le dialogue a eu lieu. Donc je pense que c'est un cadre quand même que les Maliens puissent se donner la main, faire la paix. Pour moi, vraiment, c'est une chance pour nous d'avoir ces assises. C'est une grande opportunité pour nous, les Maliens, d'assister à ces assises pour qu'ensemble, nous allons construire notre Mali. Parce que personne ne va construire le Mali à notre place. Et c'est une chance aussi à tous les Maliens de se donner la main pour construire et développer notre pays, pour faire de notre pays un pays de paix pour tous. La presse, elle est très présente à cette phase nationale du dialogue intermalien. Pour preuve, elle a même été félicitée par le président du comité de pilotage en la personne de l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Ceci reflète la bonne coordination entre la commission communication du comité et les médias qui travaillent sur le dialogue. D'ailleurs, je vous propose de suivre le président de la commission, Bandjougou Dante, non moins président de la Maison de la Presse. Il nous parle, entre autres, des règles de couverture du dialogue. Il est au micro de Bemba Sibi. Il faut remercier tout le monde et reconnaître les efforts déjà fournis par les uns et les autres. La grande mobilisation qui a été faite par l'ensemble de la presse, publique et privée. C'est un travail remarquable de couverture qui s'est fait. Naturellement, ça a commencé bien avant le dialogue. Mais hier, la mobilisation a été exceptionnelle. Nous ne cesserons jamais de le dire. On a pris toutes les dispositions permettant à toute la presse, publique et privée, de faire le travail dans les bonnes conditions. Mais c'est l'occasion vraiment pour nous de rappeler les dispositions qui ont été prises. Il a été dit aux uns et aux autres, même lors de l'atelier d'échange et d'information, que la salle des 1000 places est trop petite pour pouvoir contenir un nombre important de journalistes. Mais cela ne nous a pas empêché d'aménager des salles annexes dans lesquelles il y a la disponibilité des images, la disponibilité du son, pour permettre à tous les journalistes de pouvoir faire le travail. Donc tout le monde a accès à l'information. Maintenant que cette cérémonie d'ouverture est terminée, d'autres grandes cérémonies, ce sera la clôture. Mais avant la clôture, tous les hommes des médias, les journalistes qui continuent à venir pour la recherche de l'information, ils peuvent s'adresser à la commission communication qui fera la facilitation.
Voilà, Khadijatou Kone, ce qu'on pouvait vous dire sur le premier jour des travaux de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Rendez-vous demain pour d'autres informations et de nouvelles aventures dans la connaissance de nos valeurs ancestrales, car c'est ça, c'est là et surtout cette rencontre des Maliens. À vous l'antenne. Merci bien, Nianyalou Traoré. Juste corriger cela avant de continuer ce journal. Vous avez certainement noté, le gouverneur de la région de Caille a été identifié, colonel Moussa Soumaré. Il fallait plutôt lire colonel-major Moussa Soumaré. Toutes nos excuses. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir sur le dialogue intermalien. Deuxième jour, suite de ce journal, la relation entre les banques et la justice au Mali. Cette formation permet aux acteurs concernés d'acquérir des connaissances pouvant les amener à donner des réponses judiciaires à des contentieux nés de leur activité. Fademba Keïta. C'est un pas de plus dans l'approvisionnement en eau potable. Les populations de Diala-Korodi et celles de Dougoula Koro Plateau, cercle de Kati, disposent désormais de forages. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires confrontés à une pénurie d'eau. Hachim Goïta, on remercie beaucoup à Hachim Goïta. Que Dieu l'aide. On les remercie de ça qu'il nous a fait. Kidal, ça nous suffit. Moi, je suis de Kidal. Dieu merci. Nous sommes très contents d'avoir l'eau potable à travers le fonds social du président de la transition. Nous sommes très contents. Nous sommes vraiment joyeux, très joyeux aujourd'hui à travers ce château. Parce que l'accès d'eau était très difficile ici dans notre local. Vous-même, vous voyez l'endroit, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait surtout pas de l'eau. À travers le président de la transition qui nous a offert ces châteaux-là, qui peuvent donner des milliers de litres 24 heures sur 24, vraiment, nous n'avons rien à dire. Les deux forages, 331e et 332e, ont été réalisés à travers les œuvres sociales du président de la transition. Le président de la transition a voulu offrir de l'eau potable aux populations les plus reculées des sources d'eau potable. Le président de la transition veut magnifier sa solidarité et son patriotisme envers le peuple malien en général les plus dominants. Et dire aux bénéficiaires aussi de prendre soin de ces forages-là parce que la demande est forte. La demande en eau potable est forte sur toute l'étendue. Quand eux bénéficient de ces forages, d'en prendre soin et pour que d'autres personnes encore puissent en bénéficier. Voilà, vous l'aurez compris, c'était plutôt l'œuvre sociale du président de la transition. Les populations de Diala-Korodi et Dougoula Koro Plateau, cercle de Kati, ont reçu leur forage. Le reportage de Fademba à présent sur les relations entre les banques et la justice au Mali. Cette formation permet aux acteurs concernés d'acquérir des connaissances pouvant les amener à donner des réponses judiciaires à des contentieux nés de leur activité. Reportage. Animés par des substituts, des avocats, des juristes en banque, des magistrats conseillers techniques, la formation des magistrats, chefs de juridiction et des parquets, huissiers commissaires de justice, agents de banque et établissements financiers porte sur une dizaine de thématiques. Elles permettent aux participants d'approfondir leurs connaissances sur, entre autres sujets qui sont le compte bancaire à l'épreuve de la réglementation, la banque et le crédit, les infractions relatives aux instruments de paiement, le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. La première relation banque-client, c'est à travers le compte bancaire. C'est le support de la relation banque-client. Toute la réglementation bancaire, c'est la protection du client qui est au centre. Et ça, il faut le partager avec les gens pour qu'ils puissent le comprendre, parce qu'ils ne sont pas dans la banque, ils sont en dehors de la banque. Donc ceux qui sont dans la banque viennent vers eux pour les expliquer. Pour les initiateurs, les notions acquises doivent permettre aux participants de donner des réponses judiciaires à des contentieux nés de leurs activités. L'objectif général de cet atelier est de permettre une meilleure appropriation du droit des affaires par les acteurs de la justice et les professionnels des banques pour qu'il soit appliqué de façon efficiente dans les divers litiges afin d'assurer le principal objectif de ce séminaire qui est l'amélioration de la sécurité juridique et judiciaire de l'activité économique des entreprises de notre pays. Pour que la banque soit à l'aise dans sa mission, il faut un système de distribution de la justice connaissant notre spécificité et nos contraintes. Ce sont les objectifs de ces journées que nous voudrons pérenniser. Le droit bancaire est l'ensemble des règles qui s'appliquent aux opérations de banque et aux professionnels de la banque. C'est à la fois un droit des actes pratiqués dans le secteur bancaire
et un droit des acteurs du système bancaire. C'est un plus pour le département de tutelle. Mon département attend avec un réel espoir le déploiement d'un important effectif d'agents composé de 200 magistrats, 120 greffiers en chef et 125 surveillants de prison, se trouvant tous déjà dans le circuit de la formation. Aux bénéficiaires de cette formation, je voudrais inviter à tirer le maximum de profit de ces journées d'échange qui constituent incontestablement les meilleurs cadres d'apprentissage professionnel. Pour les responsables de cette grande école qu'est l'Institut de formation judiciaire Maître Demba Diallo, il s'agit de se parler, de partager les préoccupations, de protéger les banques pour leur bon fonctionnement et l'équilibre économique. La traditionnelle conférence de presse à chaque premier lundi du mois de la Direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. Cette étape fait le bilan du mois de mars et d'avril dernier. Il a été question des opérations d'envergure menées par les FAMA, marquées par la neutralisation de plusieurs terroristes. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Donner la bonne, la vraie information aux Maliens, c'est l'objectif de la traditionnelle conférence de presse de la Direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. La conférence de ce premier lundi du mois porte sur la situation sécuritaire de mars et d'avril dernier. Une période marquée par des tensions inter- et intracommunautaires engendrées par des terroristes au centre du pays. Les tensions communautaires exacerbées par les terroristes avec des enlèvements de cars de transport civil sur la route Parou-Sogobia, dans le secteur de Badjangara, et des tentatives de restriction de liberté dans l'interfleuve de Massina constituent des points sombres dans le dispositif sécuritaire. Aussi, ces 2 derniers mois ont été marqués par la situation à la frontière Mali-Mauritanie et la mort du chef terroriste Abou Ouzeifa dit Hugo. Les FAMA ont mené beaucoup d'opérations pour chercher et détruire les sanctuaires terroristes qui perturbent sur le long de la frontière avec la Mauritanie. Il faut préciser qu'en aucun moment, les forces armées maliennes n'ont franchi la frontière mauritanienne pour une quelconque opération sur le territoire mauritanien. Nous pouvons également noter la neutralisation de groupes armés, des coupeurs de route et la réédition d'un important groupe armé à Aguelok. À cela s'ajoute la traque contre les terroristes ayant abouti à la neutralisation de Abou Ouzeifa dit Hugo et de plusieurs de ses combattants. S'agissant de Kidal, la situation sécuritaire de la région s'est nettement améliorée au dire du conférencier. D'abord par le retour de l'administration, retour qui s'est soldé par les visites du gouverneur de Kidal dans le cercle d'Aguelhok, Arnefis et Tessalit. Il faut aussi noter le retour progressif des populations déplacées dans les différentes localités du Nord. En ce qui concerne les opérations menées sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme, des résultats probants ont été enregistrés. En termes de moyens roulants, un camion, un Manchi Fama, un véhicule de combat Fama qui avait été enlevé, 2 Toyota civils, 2 tricycles, 5 motos. En termes d'armement et munitions, il y a un canon de 75 mm qui a été récupéré, une mitrailleuse 12-7, un mortier de 60 mm, un LRAC sur chariot, 2 canons LRM et un PKM, 7 PM, 4 rampes de lancement obus artisanales, 6 chargeurs garnis de 7,62 mm, 3 chargeurs vides, 3 obus de mortier 60, 368 cartouches de 7,62 en vrac. Et le colonel-major Dambélé de rassurer la population quant à l'engagement des forces armées maliennes à assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire.
Aussi, les vecteurs des forces armées maliennes viennent de neutraliser des auteurs de l'attaque du 3 mai 2024 contre le poste de sécurité Fama à Diafarabé. Aussi, des opérations terrestres ont été menées dans le secteur de Fouita. On en sait plus sur ces différentes opérations avec Abdoulaye Sako. Des arbres, encore sous des arbres, comme si ceci pouvait les servir d'abri face au déluge de feu des vecteurs aériens maliens. Nous sommes le 6 mai 2024. Les forces armées maliennes identifient à Numbozo, à 7 km est de Massina, des terroristes auteurs de l'attaque du 3 mai 2024 contre le poste de sécurité Fama de Diafarabé. Ces frappes d'une précision chirurgicale anéantissent les ennemis. Parallèlement, une reconnaissance offensive terrestre a visé et détruit 2 refuges des complices terroristes dans le secteur de Fouata. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des terroristes auteurs de l'attaque et leurs complices continuent dans le secteur. Le nouveau commandant de la zone de défense de Ségou a visité certains postes de commandement du secteur 5 de l'opération Maliko pour s'enquérir des conditions de travail des troupes sur le théâtre des opérations à Massina et à Diafarabé. Reportage Image d'Irpa avec la voix de Fousséni Samaki. Après sa prise de fonction et pour sa première sortie sur le terrain, le commandant de la zone de défense numéro 2, colonel Suleiman Doumbia numéro 2, s'est rendu au poste de commandement de Massina et de Diafarabé. Il voulait s'enquérir des conditions de travail de ces hommes, ensuite échanger avec eux sur le renforcement des dispositifs sécuritaires. C'était de mon devoir quand même de me déplacer pour venir au moins m'entretenir avec mes différents éléments sur le terrain et particulièrement à Diafarabé suite à cette attaque terroriste barbare que ces gens ont subi à Diafarabé. J'ai vu sur le terrain des hommes vraiment qui sont engagés à servir ces pays avec enthousiasme, avec engouement. À Diafarabé, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko a félicité et encouragé les femmes par rapport à leur réaction face à cette attaque dont le poste a fait objet le 3 mai dernier. L'appel que j'ai à lancer, c'est le respect strict des droits des hommes. Parce que nous, en tant qu'une armée professionnelle, avoir vraiment un regard au respect de ces droits des hommes. Après des messages d'encouragement et de félicitations de la hiérarchie militaire, le colonel Doumbia a rendu des visites de courtoisie aux notabilités des localités visitées. Sur un tout autre plan, les médias face aux mutations en Afrique, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème de la 2e édition des journées scientifiques de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il s'agit d'ouvrir la réflexion sur la problématique à travers des panels en vue de faire des propositions. Tiemoro Konaté. Aucun État ne peut prétendre être bien gouverné sans maîtriser la façon dont son peuple s'informe et ce qu'il consomme comme actualité. Malheureusement, de ce point de vue, les Africains sont les plus grands consommateurs des informations fournies sans aucun filtre par ces médias des 4 coins du globe. Des informations relevant parfois de la propagande avec comme seule motivation la déstabilisation de l'État. Une problématique à laquelle s'attaque désormais la Direction générale de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. C'est à la faveur de la 2e édition des journées scientifiques de l'établissement. Les médias face aux mutations en Afrique, enjeux, défis et perspectives, c'est le thème retenu pour l'occasion. Un thème qui met en relief ce qu'on pourrait qualifier de guerre informationnelle. Ce n'est pas pour rien que des médias russes, chinois et israéliens diffusent en français, en arabe et en anglais. Une grande partie de leur public cible se trouve justement en Afrique. L'Internet, qui devait normalement pallier ce problème, continue de l'accentuer jour après jour. Ces journées scientifiques constituent donc une opportunité de partage d'expériences et d'expertise pour des professionnels des médias, de la communication et du monde universitaire. Elles s'articulent autour de 4 axes stratégiques. Savoir, médias face au régime de transition en Afrique, médias et conflits, politique de communication et dynamique de paix et de développement, enfin journalisme et communication à l'ère du numérique. Il n'y a nul besoin de rappeler que l'Afrique cristallise de plus en plus
l'attention des médias du monde. Nous sommes conscients que notre continent est devenu le champ d'affrontement, exprimant un nouveau type de guerre difficilement perceptible, mais dévastatrice, la guerre informationnelle. Ces journées scientifiques qui ont démarré ce mardi s'étendent sur 3 jours. Elles seront notamment marquées par des panels animés par des experts nationaux et étrangers venus de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, du Bénin, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. La plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire a organisé une table ronde visant à examiner les recommandations issues du Forum national sur la localisation de l'aide. L'objectif est de consolider les acquis et de relever les défis liés à la localisation. Reportage Agibou Koulibaly et Abdul Salam Bambara. Par le biais de cette table ronde, la plateforme des ONG nationales actives dans l'humanitaire PONA s'engage dans sa vision de coordonner efficacement les ONG membres en servant d'interface avec les partenaires techniques et financiers. Il s'agit pour nous d'analyser les mécanismes de coordination, le renforcement des capacités en matière de gouvernance, l'accès aux mécanismes de financement, le renforcement du partenariat entre les agences de coopération, les organisations des Nations Unies, les organisations internationales, nationales et locales. Qu'il me soit permis, enfin, de remercier les partenaires ICVA pour son soutien financier dès l'intention de formalisation de notre plateforme. Occasion pour les participants d'explorer diverses pistes pour concrétiser la localisation de l'aide dans le but de répondre efficacement aux besoins actuels. Les recommandations et l'état de mise en œuvre du forum sur la localisation tenu en septembre 2022 ont été rappelés. Impliquer et responsabiliser en tant que co-facilitateur, en tant que lead, les organisations nationales et locales à tous les niveaux de coordination des clusters, des sous-clusters et des groupes de travail. Améliorer la qualité du partenariat avec les ONG internationales, agences des Nations Unies, à travers la promotion de la co-création et l'équité dans les conventions de partenariat. Et pérenniser des rencontres périodiques entre les ONG nationales et les bailleurs. Les ministères de la Santé et du Développement social attache une grande importance à l'agenda de la localisation au Mali et invite les partenaires techniques et financiers à faire de même pour que l'aide puisse être plus efficace et la plus directe possible. Cette table ronde constitue donc pour la PONA une étape importante et une occasion pour les acteurs clés de se réunir, d'échanger des idées et de trouver des solutions innovantes pour améliorer la réponse humanitaire dans le pays et de sauver davantage des vies. On en vient à la chronique judiciaire. La mendicité a toujours existé au Mali dans sa forme sociale, mais le phénomène prend aujourd'hui une nouvelle dimension. Il déborde les rues, les artères et gagne progressivement les services publics et privés. Cet état qui amène un enfant ou une personne âgée de chercher de quoi subvenir à ses besoins n'est pas un acte toléré à tout moment et en tout lieu. Notre code pénal a consacré un chapitre à la mendicité. Il interdit la mendicité et l'incitation à la mendicité. Voyons les dispositions nationales relatives à la mendicité dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. En ville ou en campagne, le mendiant est généralement sans domicile fixe. La sébile en main, il reçoit les aumônes pour survivre. Les mendiants ont conquis ou presque les voies publiques. Et pourtant, le code pénal, dans son article 183, est précis sur la question. Voilà ce que dit l'article 183. Toute personne valide et majeure qui aura été trouvée mendiant sur la voie publique sera puni de 15 jours à 6 mois d'emprisonnement. Seront punis des mêmes peines les personnes invalides qui, pendant la durée de leur séjour dans les formations hospitalières ou charitables, auront été retrouvées mendiants dans les lieux publics. En toutes circonstances, l'incitation à la mendicité est interdite. Toute personne convaincue d'incitation à la mendicité sera passible des peines ci-dessus portées à l'alinéa 1er. Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni de 3 mois
à 1 an d'emprisonnement. Que faut-il comprendre par ces termes? L'article 183 parle d'abord de personnes valides et majeures. Ça veut dire que cet article tient compte de la possibilité qu'avait la personne de ne pas mendier. Quand on est majeur, on a une conscience. L'enfant mineur n'a pas de conscience. Et le malade mental n'a pas de conscience pour éviter la mendicité. Voilà pourquoi il y a ce semblant de tolérance. Maintenant, le malade physique, lui, il a certainement la conscience, mais il n'a peut-être pas le choix. Pour avoir des revenus, pour survivre, il est peut-être obligé de mendier. Voilà pourquoi, de prime abord, la loi met un accent particulier sur ceci. Après ceci, il y a les personnes qui incitent à la mendicité, disons, profitent de la mendicité de quelqu'un d'autre, est sanctionné. Dans le lot de mendiants figurent les valides et les mineurs de toute espèce. Ils déambulent entre les véhicules et s'amusent à même le sol. Ce qui est encore inquiétant, on voit les nécessiteux qui défient l'article 184 de notre code pénal sous prétexte d'invalidité. L'article 184, tout mendiant même invalide qui aura usé de menaces ou injures ou sera entré sans permission et contre le gré du propriétaire et des occupants de la maison dans une habitation, dans un enclos indépendant, sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois. C'est-à-dire que lorsqu'on mendie, on ne doit pas forcer, puisque cela devient une circonstance aggravante, parce que l'agression, c'est l'agression en fait qui vient se greffer déjà à l'infraction de mendicité. Notre code pénal prévoit les dispositions communes aux vagabonds et aux mendiants. Ceux qui auront été condamnés seront interdits de séjour pour 5 ans au moins et 10 ans au plus. Il y a un tribunal que nous sommes en train de négliger, mais qui doit être le plus important, c'est le tribunal pour enfants. Parce que demain, c'est ceci qui risque de nous empêcher de dormir. Le travail est un devoir pour tout Malien et pour toute personne résidant sur le territoire national selon l'article 180 du Code pénal. Si ailleurs on s'amuse à dire que la mendicité est une maladie, ici elle devient crescendo, un métier qui se professionnalise sous le coup d'un désœuvrement provoqué. Voilà, tout est clair sur la mendicité au Mali. Mon commandant, 40 ans de mission d'un administrateur du territoire, c'est l'intitulé du nouvel ouvrage de l'ancien administrateur civil Alassane Diallo, composé de 2 parties. L'auteur, dans un premier temps, retrace son parcours en tant qu'administrateur civil. Ensuite, il enseigne aux jeunes comment mieux se comporter dans la profession. Le livre a été officiellement lancé le week-end dernier. Bokari Koulibaly et Julie Traoré. 40 ans de vie entièrement dédiés au service de l'administration publique, un parcours relaté à travers les 341 pages de cet ouvrage. Alassane Diallo, ancien administrateur civil, en est l'auteur. Les natifs de Niena met ainsi sa riche carrière au profit de la nouvelle génération de l'administration malienne. C'est là afin qu'elle s'en inspire dans l'exercice de sa profession. Le livre Mon commandant est en fait un récit de la pérégrination qu'un administrateur du territoire a eu à faire depuis sa venue au monde jusqu'à sa retraite. Et ensuite tous les postes administratifs qu'il a eu à occuper, les problèmes qu'il a rencontrés, qui ont été gérés, les difficultés, l'apport de l'État malien, les difficultés que nous avons eues avec les populations dans certaines contrées du Mali. Les anciens collègues d'Alassane Diallo l'ont félicité pour la publication de cet ouvrage. Selon eux, cette œuvre littéraire permettra de faire face aux défis liés à la gestion de l'administration publique. Le livre que M. Alassane Diallo vient d'écrire permet à la nouvelle génération de mieux se comporter sur le terrain,
pour mieux représenter l'État. Vous savez, quand un État n'est pas correctement représenté, ça mène un doute au niveau des citoyens. Et toutes les activités risquent d'en pâtir, notamment les activités des services déconcentrés de l'État et même celles des collectivités territoriales. Cette autobiographie témoigne également de toute la reconnaissance de l'auteur à l'endroit de la patrie mère, le Mali. Elle propose des solutions à certaines problématiques liées à l'état civil, la gestion foncière, les problèmes de sécurité, entre autres. Voilà, un livre à lire absolument. Un peuple qui lit est un peuple qui gagne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, même plateau. Nos grands-pères nous enseignent ce soir que les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. À méditer. Bonne fin de soirée à tous.